Bonsoir, soyez les bienvenus sur la télévision nationale et sur le dossier du dimanche consacré aujourd'hui à la question du mandat unique. Le président de la République, M. Patrice Talon, en fait l'une des réformes politiques phares, mais le mandat unique est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique béninoise. Mandat unique pour quelle durée? Obtiendra-t-il déjà le consensus au sein de la commission des réformes? Pourra-t-il passer les filtres clés du Parlement, de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du référendum? Est-ce une priorité pour les Béninois aujourd'hui ou est-ce une réforme de trop? On examinera les contours de la question du mandat unique avec mes invités ce soir à partir de la droite, M. Urbain Amegbeyi, deuxième vice-président de l'alternative citoyenne. Il est de la mouvance, il n'aime pas trop ce mot, mais de la mouvance quand même, qui soutient, je crois, le projet. Bonsoir, M. Amegbeyi. Bonsoir, M. Marat. À sa gauche, toujours à ma droite, Mme Maître Marie-Élise Bédo, avocate, ancienne ministre, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin. Bonsoir, madame. Bonsoir. Et à ma gauche, Gilles Badé, qui est un habitué de notre plateau, constitutionnaliste. La première question que j'ai s'adresse à M. Amegbeyi. Quel est l'esprit et quels sont les arguments qui sous-tendent le projet de mandat unique? Merci, M. Marat. Avant tout, permettez-moi de me réjouir de me retrouver à nouveau à la télévision nationale après une longue absence, et je voudrais partager ces moments de liberté avec tous les Béninois et avec vous qui avez lutté. La lutte paye toujours. Merci beaucoup de me donner cette occasion. Alors, pourquoi aujourd'hui parlons-nous de mandat unique? D'abord, il faut se rappeler que cela fait partie des propositions du candidat Patrice Talon, devenu aujourd'hui président de la République. Et donc, pour mettre en œuvre ce qu'il a proposé et que les Béninois ont accepté à 65%, il convient quand même d'engager cette réforme pour laquelle les Béninois ont voté. Les Béninois ont choisi Patrice Talon, sachant bien que M. Patrice Talon a proposé que s'il venait au pouvoir, il allait instaurer le mandat unique. C'est donc d'abord la première raison. Il est en train de mettre en œuvre son programme, le programme accepté par les Béninois. La deuxième chose est que nous sommes, après 26 ans de démocratie, il est temps quand même que nous puissions relire notre histoire à la lumière des faits et à la lumière des événements qui ont jalonné cette histoire politique. Et aujourd'hui, il est loisible de noter que le double mandat commence à être un lourd fardeau pour nous. Qu'il vous souvienne qu'en 2006, au moment où le général Mathieu Kérékou partait du pouvoir, c'était un ouf de soulagement. On était à bout. Le peuple voulait être délivré. Et le président Yahya Boni a été élu à 75%, la délivrance est arrivée. Qu'il vous souvienne également que très récemment, le 6 avril, ou disons plutôt le 20 mars, c'était aussi un soulagement total. On était à bout, on était fatigué. Mais allons-nous continuer ainsi, sans nous poser des questions? Pourquoi, après 10 années de mandat, les Béninois se sentent fatigués, épuisés, c'est-à-dire ne pouvant plus supporter la situation? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Très bien. Une des réponses, oui, c'est le double mandat qui nous amène ainsi on verra bien à si cette dérive qui nous amène aujourd'hui à nous poser des questions et à envisager une réforme pour être un peu plus soulagés. Très bien, on verra bien l'avis des autres invités. Maître Marie-Élise Bédo, je vous ai suivi dans votre réaction. Vous avez dit que si le président Talon veut faire un mandat, il est libre de le faire comme Nelson Mandela, vous avez souligné, mais qu'il ne l'inscrive pas dans la Constitution, et vous vous êtes appuyé justement sur ce qu'on appelait la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Oui, tout à fait. Merci. Nous n'avons pas ciblé seulement le mandat unique. Nous sommes appuyés sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui dit bien que la forme républicaine, la laïcité de l'État, la limitation d'âge et le nombre de mandats ne feront pas l'objet de révision. En fait, à cette époque, nous avons fait ce travail à la faveur de la relecture qui a été faite
par la commission Aranzo Glélé. Donc ce travail de réflexion que nous avons fait depuis 2009 et décembre 2009, où nous avons même été jusqu'à le déposer à l'Assemblée nationale parce qu'à l'époque, vous savez très bien qu'il avait été demandé à la société civile, une fois que la commission Aranzo Glélé a déposé son rapport en janvier 2009, de faire part de ses observations, et c'est ce que nous avons fait. Effectivement, c'était très important parce qu'on s'est dit, dans cette relecture, il ne faut pas qu'il y ait de dérapage. Il ne faudrait pas qu'on profite de cette relecture, bien que c'était affirmé qu'on n'y toucherait pas, il vaut mieux qu'on insère. Donc, vous voyez, nous en avons fait un article pour qu'on l'insère directement dans la nouvelle constitution pour que désormais, ça soit un véritable garde-fou. Alors, une fois que la commission Diogwenou a été mise en place, nous nous sommes dit, mais tiens, on a déjà fait un travail. Bien sûr que le président Talon a remis un cadrage de ce qu'il voudrait voir revisé, mais on s'est dit, mais non, on ne va pas réviser à moitié. À l'époque, nous avons parcouru tous les articles et on a apporté notre façon de voir les choses, surtout la façon des femmes également de participer à cette réflexion par rapport aux acquis de la femme. Donc, on a fait quelque chose de plus global et je me suis dit, bon, on pourrait également faire partager cela à la commission pour que certaines retouches soient faites par rapport à d'autres articles. Si vous voulez, je peux vous dire rapidement, ne serait-ce que, je peux vous dire que le point 4 de la préambule, du préambule, qui dit « Réaffirmons notre opposition ». Donc nous avons dit au pouvoir de la religion, au pouvoir de l'argent et à la transmission héréditaire du pouvoir. Parce qu'on n'est pas totalement à l'abri, même avec un mandat de 5 ans ou bien de 7 ans, un président peut essayer de transmettre le pouvoir à son fils, puisque de plus en plus en Afrique, on assiste à ça. Et nous avons également, par rapport aux femmes, en général, nous nous sommes dit, on en profite pour parler de la parité hommes et femmes et de la promotion genre qu'on a inséré quand il s'agit des nominations à des postes administratifs, etc., etc. Donc voilà le plus que les femmes juristes ont apporté. Donc pour être clair, vous n'êtes pas d'accord pour que le mandat unique soit inscrit dans la Constitution? Non, nous ne voulons pas. Nous souhaiterions qu'on fasse l'expérience des 2 mandats. Nous estimons que la Constitution n'a que 26 ans. Très bien. Parlant de commission, je constate, puisque vous évoquez la commission Aranzo Glélé, il y a eu une autre commission, la commission Yonofou, et je me rends compte qu'aucune des 2, d'ailleurs, n'a proposé de mandat unique. On va essayer de comprendre tout à l'heure comment on va essayer d'approfondir aussi la question de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Certains parlent aujourd'hui de possible revirement jurisprudentiel. On verra bien le contenu. Monsieur Badé, une question. J'ai lu une analyse d'un constitutionnaliste, puisque vous êtes constitutionnaliste, j'ai lu l'analyse d'un constitutionnaliste sénégalais qui s'appelle Babacar Gueye, en faisant mes recherches, et il dit « La recherche d'un second mandat crée l'effet pervers d'entretenir un clientélisme qui a pour conséquence le populisme, le régionalisme, la politisation de l'administration. » Est-ce que le mandat unique que nous propose le président Patrice Talon permet d'éviter cet art? Cela pourrait permettre. Vous savez, nous ne faisons que des suppositions et il faut éviter de croire que tous les problèmes seront réglés par les tests. Il y a la pratique, il y a les hommes et femmes qui exercent les fonctions et tout le monde n'exerce pas les fonctions de la même manière. L'État, on peut faire le point d'État possible dans telle ou telle option, mais c'est dans la pratique de nos institutions qu'on va voir si ces tas-là seront au rendez-vous ou pas. Comme vous le dites, le mandat unique, l'idée d'un renouvellement peut conduire effectivement à un certain nombre de dérives parce qu'on est calé sur le 2e mandat qu'on veut avoir. Mais il peut arriver que dans ce même système que nous avons, qui permet la possibilité de renouvellement, quelqu'un choisisse de ne pas rester collé à l'idée d'un renouvellement et que tout seul il décide, comme c'est le cas actuellement, qu'il ne va pas faire un 2e mandat. Donc c'est au cas par cas qu'il faut regarder ces choses-là. On ne peut pas généraliser.
le plus important selon nous, c'est qu'on fasse un débat et que les différents points de vue soient confrontés et qu'on essaye de faire adhérer le maximum de monde possible à l'option que nous allons choisir. Mais Madame l'a dit, le débat est presque déjà fait, puisqu'il y a eu une commission, une autre commission, et qui, comme je l'ai dit, aucune n'a fait de proposition par rapport au mandat unique. Il faut dire que dans les deux options, il faut dire que l'option du statu quo a plus d'avance que l'option du renouvellement, hein, de manière tout à fait objective. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est cette option qui a été choisie à la conférence nationale, c'est-à-dire le haut lieu du consensus qui a permis d'intégrer cette option dans la Constitution. Deuxièmement, c'est cette option qui a été consolidée par la Cour constitutionnelle dans sa décision DCC 11067, qui a fait le point des questions qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Il faut dire que la Constitution en elle-même avait simplement prévu que la forme républicaine, la laïcité de l'État et l'atteinte à l'intégrité du territoire national ne fassent pas l'objet de révision de la Constitution. Et c'est la Cour constitutionnelle qui, faisant l'analyse de l'esprit général de la Constitution et en allant sur les fondements historiques qui ont amené cette Constitution, a estimé qu'il fallait ajouter à cette liste prévue expressément dans la Constitution un complément. Et c'est dans ce complément que nous avons effectivement le mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois. Et l'âge aussi. L'a ajouté, la limite d'âge de 40 ans au moins, 70 ans au plus, et le type présidentiel du régime politique. Donc, à partir de ce moment, on peut dire qu'il faut avoir vraiment la foi en un renouvellement du consensus que de chercher à toucher ces questions-là. Ça veut dire que c'est une question difficile. On voit également que dans l'opinion, beaucoup d'acteurs politiques et beaucoup d'organisations de la société civile tiennent au statu quo. Donc la question que nous, on peut se poser sans déjà prendre position pour l'un ou l'autre des camps, c'est de dire qu'il va falloir beaucoup de travail à ceux qui sont pour l'option de revenir sur ces questions. Il va leur falloir beaucoup de travail pour à la fois obtenir le consensus nécessaire et à la fois ne pas avoir le bâton de la Cour constitutionnelle une fois que ce genre de proposition sera fait. Donc c'est sur ces deux pistes-là, comment obtenir un consensus et comment faire pour que ce consensus soit assez fort, pour que la Cour constitutionnelle revienne sur sa jurisprudence pour dire que finalement, pourquoi pas pour l'évolution de la démocratie, on pourrait penser à un mandat unique. Donc pour un juriste, c'est plutôt troublant. Et c'est un suspense qui s'ouvre. On va voir comment est-ce que les partisans du mandat unique vont réussir à retourner la situation en leur faveur. Dans l'état actuel de la situation, la question s'adresse à M. Amegbedi. Comment vous allez réussir à retourner la situation comme il le dit? Et l'autre question qui complète un peu sa question, jusque-là, on n'a pas dit la durée du mandat. Que propose le président? C'est 7 ans, c'est 5 ans, c'est combien de temps? Non, je pense que c'est deux choses différentes. Faisons un pas et puis on fera l'autre pas. Très bien. Le premier pas. Le premier pas. Alors, je dirais d'abord que retournement de situation, je ne crois pas. Je ne crois pas que ceux qui sont comme sont majoritaires aujourd'hui. Il serait difficile de l'affirmer. Aujourd'hui, la seule légitimité que je crois qu'on peut affirmer, c'est que le président a proposé, et tous ceux qui ont voté pour lui savent qu'il va le faire. Mais ils ont voté Oui, M. Marat, mais c'est comme ça. La démocratie est ainsi faite. Quand vous votiez pour le président Talon, vous saviez qu'il a proposé le mandat unique. Et donc, par rapport à cela, c'est ça seul qu'on peut mesurer aujourd'hui. Ceux qui se prononcent ne peuvent pas encore dire qu'ils sont majoritaires. Donc, retournement de situation me paraît excessif. Mais comment allons-nous faire? Nous allons expliquer. Nous allons faire constater à chacun les dérives du double mandat. Vous savez, la question se pose en ces termes. Le mandat unique s'oppose au mandat multiple. Parce qu'en réalité, le mandat unique ne s'oppose pas au double mandat. Pourquoi 2 mandats? Pourquoi pas 3 mandats? Pourquoi pas 4 mandats? Parce que ça aussi, c'est de la limitation. L'esprit de la conférence nationale, c'était un mandat renouvelable une fois. J'en viens. Et donc, une fois qu'on a émis l'esprit de limitation, parce que si on n'avait pas limité, le mandat serait non limité. Et donc, ce serait au peuple de décider de renvoyer ou de ne pas renvoyer un président. Mais une fois qu'on a introduit l'idée de limiter, on peut encore limiter. L'idée de limiter à 2 peut nous amener à limiter à 1 également. Parce que le double mandat, comme j'avais commencé par l'expliquer, et comme vous l'avez si bien dit, j'ai lu également l'article du professeur Babacar Gaye, le professeur sénégalais, qui estime que c'est le double mandat qui amène le président de la République, une fois installé, à courir vers le second mandat
et à pervertir carrément la démocratie par des attitudes, parce que tout ce qu'il fait n'est plus dans le sens du développement, mais pour être réélu. C'est le double mandat qui fait que le président veut être vu dans tous les villages. C'est le double mandat qui fait que le président veut avoir sa photo partout. C'est le double mandat qui veut que le président, qui amène le président à vouloir que l'élite soit soumise. C'est le double mandat qui amène le président à détruire les opérateurs économiques qui ne veulent pas, lui, être soumis. Parce que s'il n'a pas l'appui de l'élite, s'il n'a pas l'argent des opérateurs économiques, son deuxième mandat est hypothéqué. Et donc, le président élu pour développer le pays, pour nous donner le bien-être, au lieu de courir derrière cet objectif, a un deuxième objectif qui est que il faut absolument que je revienne et par conséquent, il passe sous silence les questions essentielles de développement et se cherche, puisque vous voulez que j'explique, et se cherche donc des alliés à travers les opérateurs économiques et ceux qui n'acceptent pas de le faire, on les détruit à travers les élites. Oui, d'accord. Et ceux qui ne veulent pas être soumis, on les punit. Ça, c'est pour le premier pas. Le deuxième pas, on parlait de la durée du mandat. Non, la durée du mandat, je pense que le président Talon n'a pas fixé dans sa note que j'ai lue une durée. Il a simplement parlé du mandat unique, quitte à la commission de faire le débat et au Parlement également de faire le débat et à la nation de faire le débat pour trouver le nombre d'années, la durée qu'il faut raisonnable pour le mandat unique. Tout à l'heure, je vais lire l'avis de quelques hommes politiques, mais avant, à la question à Maître Marie-Élise Bédo, quand vous écoutez M. Amekbeidi, est-ce que ça vous convainc, et est-ce que le revirement jurisprudentiel, c'est possible? Est-ce que la Cour constitutionnelle peut revenir sur ce qu'elle a dit? Je voudrais rebondir d'abord. Moi aussi, j'ai lu le professeur de droit constitutionnel Babacar Gaye, mais j'irai plus loin. Très bien. Prenons l'exemple de la France. Depuis le début de la Ve République, la question est posée parce que pour préserver la République française des dérapages ministériels, gouvernementaux qu'on a eus pendant la 4e République, la réflexion est là depuis pour savoir s'il faut faire 1 ou 2 mandats. Regardez, depuis le début de la Ve République, la question est toujours là. Et la France continue de faire 2 mandats. Je crois que c'est sous Sarkozy qu'on a essayé de faire une petite réforme, de passer de 7 à 5. Mais jusqu'à présent, depuis le début de la Ve République, la France n'est pas encore arrivée à prendre une décision définitive. Pareil pour les États-Unis. Et c'est pareil pour les États-Unis et pour le Sénégal, même de Babacar Gaye. Le président Macky Sall est là. Lui aussi, il veut soumettre, mais c'est toujours 2 mandats, mais en réduisant le mandat de 7 ans. C'est pour dire que ce n'est pas une question aussi facile. Parce que moi, je pars du principe que quand j'écoute M. Amekbeidi qui nous a parlé des 2 ouf, le ouf après le départ du président Kérékou, le ouf après le départ du président Boni Yayi, mais je dis nous devons être fiers. Pourquoi? C'est une façon pour nous de cultiver la veille citoyenne et de mettre cette culture à la disposition des Béninois, du peuple béninois. Parce que si, pas extraordinaire, je n'étais pas là, le président Kérékou voulait faire 2 mandats, est-ce qu'il l'a fait? Le peuple n'a-t-il pas voté? Pardon, le 3 mandats, pardon, le peuple n'a-t-il pas voté? Et le président Boni Yayi est arrivé. Le président Boni Yayi est arrivé, il a voulu jouir du 2e mandat et on a favorisé le chaos. C'est après que nous avons appris ceux qui l'ont aidé à faire le chaos. Mais ce n'est pas le plus important. Il a eu des velléités pour faire un 3e mandat. Est-ce qu'il est arrivé à le faire? Regardez l'engouement de tout le peuple béninois qui veillait au grain. Même la petite marchande de pain vous dit, Enanoa, il n'a que 2 mandats, nous lui concédons 2 mandats. Alors moi je dis, pourquoi ne pas continuer à cultiver auprès de nos populations cette veille citoyenne? Et je pense que ça nous permettra, d'ici 25 ans encore, parce que vous voyez, nous avons empêché, le peuple a empêché le président Yayi Boni de faire 3 mandats. Le président Talon vient. Il avait dit qu'il n'en voulait pas. Bon. Il dit, lui, je ne ferai qu'un seul. Mais
c'est extraordinaire. Celui qui viendra après le président Talon, il peut également peut-être choisir de faire 5 mandats, de faire un seul mandat. Oui. Ou carrément se dire, moi je dis que par rapport à ce garde-fou jurisprudentiel que nous voulons voir mettre dans la Constitution, désormais un chef d'État doit savoir que c'est 2 et pas rien, et pas plus que ça. Et la question que je posais, est-ce que c'est possible que la Cour revienne sur ça? C'est la Cour qui va juger de l'urgence, de l'intérêt, pour pouvoir dire, bon, il faudrait que le président Talon et son staff argumentent très bien cette exigence, ou bien cette obligation, ou cette capacité de faire un seul mandat pour préserver le peuple. Parce que rien ne nous dit que celui qui a un seul mandat à faire sera sérieux. C'est une question d'homme. C'est ça que je le dis toujours. Ce ne sont pas les réformes, ce ne sont pas les institutions. Les institutions ne valent que par les hommes chargés de les animer. On peut avoir un monsieur Talon qui va faire 5 ans, mais sans garde-fou, 5 ou 7 ans. Est-ce qu'on va laisser le président Talon faire ces 5 ans comme ça? Si entre-temps il y a des problèmes, qu'est-ce que nous faisons? C'est pour ça que je dis, si on révise cette constitution par rapport au nombre de mandats, il n'y aura pas de garde-fou pour celui qui aura 5 ans ou 7 ans. Moi, je pense que le risque est là parce qu'on peut tomber sur quelqu'un qui ne se battra pas pour l'intérêt général et qui va dire, bon, je n'ai que 5, je n'ai que 7, moi je suis venu pour me remplir les poches, il va se remplir les poches. J'ai parlé du pouvoir de l'argent. Vous savez ce que l'argent a fait. L'argent est en train de faire, s'il a de l'argent et qu'il peut acheter les populations, il va le faire. Très bien. Avant que M. Badé ne réagisse sur la même question, c'est-à-dire est-ce que la Cour peut revoir la décision qu'elle a prise, je vous lis quelques réactions de personnalités politiques pour tous. M. Léon Biobigou, qui est secrétaire général du phare, lui dit nous sommes d'accord pour le mandat unique de 7 ans. Lui, il a déjà une durée dans sa tête, je ne sais pas d'où il la tient. C'est des personnalités qui ont été reçues par la commission des réformes. Monsieur Nago dit nous estimons que c'est un grand risque d'envisager pour l'instant un mandat unique. Ce serait mieux de garder le statu quo. Monsieur Jean Kokou-Zounon du Parti communiste du Bénin, lui dit, et il rejoint un peu Maître Gbedo, il dit le mandat unique ne résout aucun problème et en un mandat, le président a des largesses de détruire le pays comme il n'attend plus rien du peuple. La renaissance du Bénin par la voix de Bernard Lani Davor dit la renaissance du Bénin est contre le mandat unique. D'abord, c'est pour quelle durée, il se pose la question, il vaut mieux donner la chance au peuple de juger celui qu'il a désigné. Et puis Amos Elegbe, FCBE, dit ce n'est pas le mandat unique qui va freiner la corruption, l'impunité, l'autocratie, etc. Aucune grande démocratie au monde, et c'est là où je viens avec M. Badé, aucune grande démocratie au monde n'existe avec un mandat unique. À ce propos, est-ce que nous avons des exemples de pays? Nous n'avons pas inventé la démocratie, la Grèce antique, les États-Unis, la France, les grands pays. Est-ce que nous avons un exemple ou dans le monde ou dans la sous-région en Afrique qui ait opté pour ce projet dont on peut se servir comme exemple, M. Badé? Alors, je vais essayer de répondre à la question sur 3 continents, mais très rapidement. Très rapidement, d'accord. En Europe, ce n'est pas très utile de prendre les exemples européens pour la simple raison que la plupart des systèmes politiques européens sont des régimes parlementaires et où le pouvoir, le vrai pouvoir de décision se trouve au niveau du Premier ministre. Ce qui fait que vous avez la reine d'Angleterre qui est là depuis 50 ans, vous avez le roi d'Espagne, vous avez le roi de Belgique, le roi de Danemark. Bref, ce n'est pas très intéressant. Les chefs d'État ne sont pas souvent élus au suffrage universel. En Europe, il n'y a que la France, le Portugal, l'Autriche, quelques pays comme ça. Et le pouvoir véritable n'est pas à leur niveau. Donc, si on quitte ce continent, c'est le continent le plus intéressant pour votre question, c'est le continent américain. Parce que le régime présidentiel tel que nous l'appliquons ici a été installé aux États-Unis. Et là, effectivement, c'est un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Ce sont les pays d'Amérique latine qui ont essayé de tenter le mandat unique. Avant les années 90, la plupart des pays latino-américains étaient au mandat unique. Mais après, à partir des années 90, ils ont changé.
Ils sont sur les 13 pays que nous avons examinés. Vous avez encore 4 qui sont toujours mandat unique, le Mexique, Guatemala, Paraguay et Honduras. Mais vous avez 9 autres qui ont changé leur constitution pour aller au renouvellement de mandat. Donc sur les 13, vous avez 9 qui ont dit non, le mandat unique n'a pas marché, nous devons aller au renouvellement du mandat. Et dans cette liste-là, vous avez à peu près 7 qui ont dit nous allons faire mandat renouvelable immédiatement après le premier mandat, c'est-à-dire Équateur, Argentine, Brésil, Venezuela, Colombie, Bolivie, Nicaragua. Et vous avez 2, Chili et Uruguay, qui ont dit nous allons accepter le renouvellement du mandat, sauf que ça ne peut pas être consécutif. C'est-à-dire vous faites un mandat, mais vous devez nécessairement partir et vous pouvez revenir après que quelqu'un d'autre vous ait remplacé. Vous voyez que la question n'est pas facile. La question n'est pas facile et chaque pays essaye de voir qu'est-ce qui peut... Ce sont les arguments en fait. Et ces arguments-là ne sont pas que juridiques. Ce n'est pas une question de test. Quelles sont nos pratiques? Quels sont les risques que nous voyons dans la gestion des affaires publiques? Quels sont les problèmes que nous... Vous avez vu, il y a des arguments dans les deux camps. Le mandat, le renouvellement donne la possibilité de la sanction politique. C'est-à-dire que s'il y a le renouvellement, comme on se dit qu'en général, les gens souhaitent voir leur mandat renouvelé, on se dit que c'est l'occasion soit de les sanctionner pour dire vous n'avez pas bien fait, soit de les féliciter et de les reconduire dans un deuxième mandat. Et enlever ça peut, dans une certaine approche, paraître comme une frustration, comme quelque chose qui manque au peuple pour pouvoir s'exprimer par rapport à celui qui a géré et qui souhaiterait faire un deuxième mandat. Et le PCB va plus loin et dit que si vous n'avez qu'un seul mandat, vous pouvez faire toutes les dérives. C'est ça, c'est-à-dire selon les individus. Ce n'est pas tout le monde qui va faire ça, mais il peut nous arriver aussi qu'on tombe sur quelqu'un qui dise « je n'ai aucun compte à rendre aux gens, je n'ai même pas d'explication à leur donner sur comment je gouverne et je peux faire tout ce que je veux, je ne vais pas être sanctionné ». Et cela doit être analysé en même temps avec la possibilité, disons, les autres formes de responsabilité que nous avons. Nous avons un régime présidentiel dans lequel on ne peut pas mettre fin au mandat de celui qui gouverne. Il exerce son mandat jusqu'à son terme. Si on l'élargit à 6, à 7, il va l'accomplir. Il sera très difficile. Quel que soit ce qu'il fait. Il va être très très difficile de revenir sur son mandat. Vous voyez, même au Brésil où on essaye de faire l'impeachment, on l'a mis de côté seulement pour 6 mois, pour examiner, pour voir, et elle peut toujours revenir. Donc, il faut que, quand nous voulons adopter une solution, il faut qu'on trouve, par exemple, si on prive le peuple de la sanction politique qui permet à celui qui devait venir leur demander le renouvellement, cette sanction politique, ça disparaît, il faut qu'on assouplisse un peu les modalités de mise en œuvre de la responsabilité de celui qui gouverne, pour qu'il ne fasse pas ce que le PCB dénonce, à savoir qu'il ne détruise le pays en disant « je n'ai plus de compte à rendre à personne ». Donc c'est une question qui est difficile. Il n'y a pas, de mon point de vue, une position de principe pour dire « je ne bouge pas du renouvellement » ou « je ne bouge pas du mandat unique », mais il faut qu'il y ait une adhésion, il y ait un consensus général très fort sur la modification. En réalité, le problème ici, c'est la modification du statu quo. Puisque, quelles que soient les options que nous avons, quelles que soient les idées que nous avons, il y a notre Constitution, il y a le consensus de la Conférence nationale, il y a la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, et plus, il y a la loi organique sur le référendum. Parce que quand la Cour constitutionnelle a rendu sa décision, c'était pour que la loi organique sur le référendum puisse contenir son article 6 qui dit clairement ne peut faire l'objet de révision et dans la liste, le mandat de 5 ans renouvelable une fois. Donc si vous voulez sortir ça, si vous voulez modifier la Constitution, juridiquement, vraiment, il faut un consensus le plus large possible au point de convaincre la Cour constitutionnelle à réexaminer, parce qu'elle n'est pas là pour aller contre la volonté du peuple, elle est là pour écouter aussi les voix de la preuve. Cette décision qu'elle a prise elle-même, c'est une lecture qu'elle a faite de l'économie générale de notre Constitution pour compléter la Constitution elle-même en ajoutant les limitations de mandat. Et elle avait été applaudie à l'époque, alors que les puristes dans d'autres pays auraient dit mais la Constitution elle-même ne parle que de l'intégrité du territoire, de la laïcité, de la forme républicaine. Mais quand elle a ajouté ça, elle a été applaudie parce qu'elle a senti la voix du peuple. Donc pour qu'elle ressente à nouveau la voix du peuple pour aller dans une autre direction, il y a du travail. Oui, monsieur Amegrigi, je vous pose une question, quitte à ce que vous réagissiez sur ce qu'ils ont dit. La question, c'est de savoir, d'abord au niveau de la commission, est-ce qu'il y a des démarches pour qu'il y ait déjà un consensus au sein de la commission? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a quelque chose en direction de la Cour constitutionnelle pour la convaincre à faire ce qu'on appelle le revirement jurisprudentiel?
Maintenant, vous pouvez réagir. Je ne peux pas parler de la commission, je ne suis pas membre. Et je ne peux vous pas... êtes proche du pouvoir. Non. Vous savez ce qui s'y passe. Vous leur poserez la question, ils vous D'accord. répondront. Je ne parle pas de la commission, ce qui s'y fait, je ne suis pas membre. D'accord. Mais je voudrais réagir sur 2 ou 3 petits points. Le premier, c'est l'argument qui consiste à dire, si quelqu'un, sachant qu'il a un mandat, il vient détruire tout et il s'en va. Mais quand même, la réforme... C'est une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse, mais quand même. Il faut lire toute la réforme que propose le président Patrice Talon. La réforme de la justice. Que le président soit justiciable devant les tribunaux de droit commun. Comment pourriez-vous, dans ces conditions, venir détruire tout et croire que vous allez aller à la maison? Il faut prendre la réforme au complet. Le président Patrice ne demande pas de modifier le mandat et de s'arrêter là. Il dit de donner l'indépendance à la justice. Et donc que la justice soit indépendante et qu'on supprime la haute cour de justice. Et donc qu'il ne soit pas compliqué de traîner le président qui a détruit le pays devant les juridictions. Dans ces conditions, comment peut-on, sachant qu'à la fin de son mandat, on va se retrouver dans les mains de la justice, comment peut-on se permettre de détruire le pays? Je crois que c'est un argument qui ne tient pas. Dans la mesure où il faut prendre la réforme dans sa globalité. Il dit, mandat unique, rééquilibrage des pouvoirs, afin que les contre-pouvoirs aient plus la main pour travailler, pour agir sur celui qui a le pouvoir, et que les contre-pouvoirs ne soient pas asservis au pouvoir exécutif. 2. La justice soit totalement indépendante. Il ne veut plus en être membre. Que le Conseil supérieur de la magistrature soit dirigé par le président de la Cour suprême lui-même, élu par ses pairs. De manière à ce que, si vous avez un mandat unique et qu'il vous venait à l'esprit de penser que vous n'aurez pas de compte à rendre au peuple, vous vous trompez. La justice est rendue au nom du peuple, voyons. Et dans ces conditions, vous aurez des comptes à rendre à la justice. Et donc, le chemin est balisé pour qu'il ne vienne pas à l'esprit de quelqu'un de croire que je peux faire un mandat, je m'en fous, je m'en mets plein les poches et je m'en vais. Il n'y aura plus de vote, il y aura des sanctions, il y aura la prison. Ça, c'est une première des choses. La deuxième, il y a qu'on a tendance à vouloir dire, mais il a démontré, déjà ça existe dans le monde et ailleurs. Pourquoi diantre voudrions-nous faire ce que les autres font? Est-ce que nous avons suivi les autres avant de faire la conférence nationale? Est-ce que nous avons suivi les autres avant de faire l'exception de constitutionnalité? Est-ce que nous avons suivi les autres avant de décider d'ouvrir la saisine de la Cour constitutionnelle à tout le peuple? Nous avons innové, nous avons créé la Sénat, et aujourd'hui, beaucoup de gens nous copient. La France nous copie. Et aujourd'hui, nous nous priverions de ce qu'on ne le fait pas en France, et par conséquent, nous n'allons pas le faire. Nous avons déjà donné des leçons à la France en matière constitutionnelle. C'est nous qui avons été les premiers à mettre dans notre constitution que tout le monde peut saisir la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous copier. Ça veut dire que nous, en analysant notre vécu politique, notre vécu juridique, nous pouvons en apporter au monde entier. Mais plus encore, nous devrions régler nos problèmes à la lumière de nos propres vécus, de notre propre vécu, de notre histoire et de notre sociologie et de notre droit. Nous ne pouvons pas avoir les yeux tout le temps fixés sur les autres. Troisième chose que je dirais. J'espère que c'est la dernière. C'est la dernière. Non, voyez-vous, vous savez, il faut considérer que celui qui viendra au pouvoir, en général, il faut prendre les tests et faire la réforme de manière à ce qu'il faut croire que ça va être un homme qui n'est pas bon. Parce que les hommes bons, on peut en avoir au pouvoir, mais on peut aussi avoir des gens qui ne sont pas bons. Et il faut faire en sorte de penser que ceux qui viendront au pouvoir ne sont pas bons nécessairement. Et donc, il faut renforcer les institutions. Il faut faire en sorte que, vous voyez notre système tel qu'il est, vous amènerez un Américain dedans, il ne réussira pas. Parce que le système permet au président de dériver. Et donc, par conséquent, ce que Obama dit, et je pense que c'est l'un des fondements de la réforme que propose Patrice Talon, c'est que nous ayons des institutions fortes. Très bien. Que nous n'ayons pas des dieux, des demi-dieux qui financent par des diables. Très bien. Nous voulons avoir des institutions qui surpassent les hommes. Je me rends compte que les deux camps ont des arguments, je pense, solides. Je ne sais pas comment vous allez passer ce que moi j'appelle les trois filtres. On a déjà évoqué la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, que j'appelle le premier filtre. Il y a l'Assemblée nationale, où il faut avoir les 3 quarts ou les 4 cinquièmes pour éviter le référendum. Et il y a le référendum.
au regard de ce que dit Ahmed Beidji, qui sont des arguments solides, est-ce qu'on peut passer ces filtres? Madame Marie-Élise Guedo, vous êtes juriste. Aujourd'hui, est-ce que... Ça dépend des arguments que nous allons servir. Et moi, je ne suis pas encore convaincue en l'écoutant. Pourquoi? Il dit, je suis d'accord, par exemple, j'ai eu le programme, le projet de voilà, société. sur tout ce qu'il a dit. Nous, les femmes juristes, on est d'accord. La Cour suprême, etc. La HAC, et toutes les institutions. Mais attendez, le président, quand même, il va faire 5 ou 7 ans. C'est, même si au bout des 7 ans, il ne peut pas échapper à la justice, nous allons le laisser détruire notre économie pendant 5 ans avant qu'il ne rende compte. Parce que la seule chose que moi je demande encore une fois, si nous choisissons le mandat pour 5 ans... Il est en train de dire que, voyant qu'il y a des garde-fous, le président ne peut pas détruire. Voilà l'argument qu'il dit. C'est pas possible. Donc, continuez C'est pas votre possible. analyse. Donc, moi, je dis, le laisser pendant 5 ans sans garde-fou, il y a un problème. Qu'on me dise quel est le garde-fou qui peut l'empêcher économiquement de détruire le pays. Je donne un exemple. Il a dit au départ, 2 mandats, ça permet à un président de détruire notre économie, de détruire les hommes d'affaires, etc. S'il décide de détruire un homme d'affaires, même avec un mandat, il faudrait qu'on attende qu'il aille rendre compte à la justice après, ou bien on le destitue, puisqu'il ne peut rendre compte qu'à la fin de son mandat. Et le constitutionnaliste dit qu'on ne peut même pas le destituer. On ne peut pas le destituer. Mais c'est la même chose dans le double mandat actuellement. Mais oui, c'est pour ça que nous disons, forcément, vous ne nous apportez pas la garantie de pouvoir l'empêcher de mal gouverner le pays, de ne favoriser que son clan pendant 5 ans. S'il décide de ne nommer que ses enfants, les contre-pouvoirs sont là, Madame Guedo. Qui vont l'empêcher de... Mais bien sûr. Ça va être écrit alors. Donc on attend. Parce que nous renforcer les contre-pouvoirs. Oui, d'accord, mais je dis renforcer les contre-pouvoirs. Le président, il est libre de nommer qui il veut pour travailler avec lui. C'est lui qui détermine les hommes, qui choisit les hommes. Aujourd'hui, vous voyez, les gens se plaignent. On a suspendu, on a fait ceci. Mais on s'en fout. Le président Talon a la latitude de garder qui il veut pour travailler. S'il décide de placer tous ses enfants... C'est des hypothèses. C'est des hypothèses. Il faut quand même, parce qu'on voit ça. Donc, juste comme je le dis, il faut donner des arguments solides pour que le Parlement puisse suivre. C'était la question. Est-ce que le Parlement va suivre? Nous avons les députés. Est-ce qu'on va choisir la voie parlementaire pour soumettre le projet, la révision? Est-ce que c'est la voie référendaire? Je crois que la commission va choisir, parce que on ne sait pas encore quelle voie sera appropriée. Et par rapport au choix de la voie, il faudra bien argumenter pour que les députés soient convaincus. Et si c'est le peuple qui doit donner son avis, il faut qu'on nous explique bien, parce que ceux qui seront contre vont faire campagne et dire votez non, par exemple, et vont dire aux populations faites ceci, faites cela. Donc c'est à eux de pouvoir nous dire comment la force de ce mandat unique peut permettre d'avoir un large consensus dans le peuple. Monsieur Ahmed Beidji, avant de poser la question à Monsieur Badé, au regard de la complexité de cette question, je crois que la commission avait environ 38 ou 40 jours pour déposer son rapport. Est-ce qu'au regard de la complexité du sujet, ça ne va pas nous prendre du temps? On se rend compte finalement que peut-être on va faire 1-2 ans sur la même question. Vous êtes optimiste? Monsieur Marat, vous me posez toujours la question comme si je suis membre de la commission. Je ne suis non, pas non, membre. là, je ne vous pose... Mais je voudrais vous répondre. Je ne sais pas. Je pense qu'il reviendra à la commission d'apprécier l'immensité du travail et de faire des propositions au chef de l'État en termes d'augmentation du temps, du délai pour pouvoir déposer le rapport. Dans tous les cas, ils devront déposer un rapport dans un certain délai au chef de l'État, mais je ne peux pas... Mais juste une chose, juste une petite chose. Vous savez, quand on dit, c'est comme si c'est dans le mandat unique que le chef de l'État peut nommer ses enfants. Mais non, dans le double mandat, aujourd'hui, il peut le faire.
C'est le chef de l'État qui nomme qui il veut ministre. C'est la Constitution qui l'a dit. Je ne connais pas l'article, mais M. Bader pourrait me le rappeler. C'est lui qui identifie qui il peut nommer. Donc, nommer son enfant ministre, ce genre de dérive, on peut le faire dans le double mandat. Donc, ça ne change pas. La question... Encore que ce n'est pas une dérive si l'enfant a les compétences pour Absolument, le poste. absolument. Mais si l'on considère que c'est une dérive, ce n'est pas une dérive du mandat unique. C'est une dérive de l'homme. Une dérive de celui qui est élu. Monsieur Bader, il a souligné deux choses, Monsieur Amegbedi. Il a donné les arguments qui font qu'ils ont fait l'option du mandat unique, mais il dit rééquilibrage des pouvoirs. Est-ce que c'est le mandat unique qui permet de rééquilibrer les pouvoirs, à votre avis? En tout cas, s'il y a un mandat unique, un rééquilibrage des pouvoirs serait indispensable. Et pas seulement dans les très belles promesses, très belles perspectives de réforme qui existent aujourd'hui sur la table. Vous savez que, premièrement, si un seul point devrait diviser les gens au point de nous faire perdre toutes les belles autres propositions qui semblent faire l'objet de consensus, ça serait vraiment dommage parce que aujourd'hui, la possibilité de mandat unique existe puisque quelqu'un peut venir et soutenir que lui, il veut faire seulement un seul mandat. Mais effectivement, si on a peur que le mandat unique amène à la dérive, c'est-à-dire au fait de ne pas subir la sanction publique, la sanction populaire, il faut effectivement rassurer les gens qu'il y a d'autres formes de sanctions. Et la sanction juridictionnelle, ce n'est pas encore sûr que, c'est-à-dire, c'est incertain. Ce n'est pas encore sûr qu'on va vraiment banaliser la responsabilité du président de la République au point de l'amener devant le juge ordinaire. Ce n'est pas encore sûr, même dans la commission actuellement, qu'on va aboutir à cela. Quand on a vu que depuis que la Haute Cour de justice est là, comment on dit, il n'y a pas de clients. Oui. Non, moi j'évite de prendre, même si j'ai mes positions, j'évite de prendre position et je pose le problème. Ce n'est pas encore évident que si on obtient le mandat unique avec une large explication qui va transformer les uns les autres pour l'adhésion à ce projet et même le souhait qu'il y ait une révision, qu'il y ait une révision de la position de la Cour constitutionnelle sur la question, il faudrait encore effectivement que toutes les démarches visant à faciliter la responsabilité du chef de l'État soient activées. Aujourd'hui, on n'a pas la possibilité, comme le Brésil, d'interrompre le mandat pour vérifier ce qui se passe et revenir voir après. Parce que, comme vous le dites, la Haute Cour de justice est tellement compliquée que ce n'est pas sûr qu'on y arrive. Et ce n'est pas sûr non plus que la réforme qui consiste à aller vers le juge ordinaire soit acceptée par la Commission, le Parlement, puis le peuple. C'est pour ça que je dis encore une fois, ceux qui ont le plus de travail à faire, c'est ceux qui cherchent à revenir sur le consensus de 90 de la conférence nationale. C'est ceux qui cherchent à revenir sur la forme, le souhait du caractère intangible du mandat de 5 ans renouvelable une fois. C'est eux qui ont le plus d'efforts à faire. Moi, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'ils ont plus d'efforts à faire. Le confort, c'est le statu quo. Moi, j'enseigne ma matière de droit constitutionnel, j'arrive en salle, je dis aux enfants, c'est 5 ans renouvelable une fois, c'est comme ça qu'on a toujours répété, c'est ça dans tous les ouvrages. Maintenant, celui qui veut retoucher ça, il doit me convaincre beaucoup plus que ceux qui sont pour le statu quo. Et la question que je vous avais posée, vous n'avez pas encore répondu, je dis comment il va passer les étapes délicates comme l'Assemblée nationale, voilà, le référendum. Alors, on va y arriver parce qu'effectivement, quelles que soient les options choisies, la première étape, c'est la prise en compte, la prise en considération. 3/4 des députés, 63 députés sur les 83 doivent être d'accord qu'on aborde cette question. Et d'ailleurs, ça amène une certaine complication par rapport à ce sujet. Si vous mettez un package dans lequel on est d'accord avec 3 points et on n'est pas d'accord avec un 4e point, et qu'on dit prise en considération à 3/4, rien que le point qui fait divergence peut faire échouer les autres belles propositions qu'il y a dans le dossier. Sauf si on choisissait de les soumettre un à un, alors on aura l'indépendance de la justice, on aura le rééquilibrage des pouvoirs, et quand on arrivera sur le mandat unique, peut-être qu'on l'aura ou on ne l'aura pas. Mais si on met tout ensemble et que les belles explications de mon ami Amegbedi ne convainquent pas toujours les gens, rien que ce point peut faire échouer l'affaire. Donc ça fait d'abord le défi de convaincre au moins 63 députés que cette question est belle, elle est pertinente, il faut la régler. Ensuite arrivera maintenant la phase où soit on convainc 67, c'est-à-dire les 4/5e,
soit on retourne au vote populaire. Et là, il y a quand même la loi organique sur le référendum, telle qu'elle est écrite aujourd'hui. Elle dit qu'on ne peut pas soumettre à référendum une question concernant le mandat de 5 ans renouvelable une fois. Va-t-on d'abord modifier cette loi avant d'aller au référendum, ou va-t-on obtenir est-ce que le revirement de la Cour constitutionnelle est suffisant pour que la loi, on oublie ce qui est écrit dans la loi? En fait, je vois que c'est une question tellement complexe que moi, mon conseil, c'est quoi? Si, au bout de quelques explications, au bout de quelques tentatives pour convaincre, pour obtenir le consensus, qui lui aussi a été ajouté aux autres conditions. Parce que quand vous parlez de filtre, là, vous n'avez pas encore parlé du filtre du consensus. La Cour constitutionnelle, en 2006, avait été revenue sur une révision de la Constitution, obtenue après avoir eu les 3 quarts, puis les 4/5 à l'Assemblée nationale, uniquement en disant vous n'avez pas atteint le consensus national. On n'a toujours pas su jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que je veux vous dire. On n'a question. toujours pas su jusqu'à aujourd'hui ce que c'est. C'est une autre conférence nationale. On n'a toujours pas su. Non, et c'est ça qui rend compliqué la démarche. C'est-à-dire, comme on n'a pas encore su ce que c'est. Moi, à l'époque, j'avais analysé en disant c'est au minimum un consensus de toutes les institutions. Parce qu'à l'époque, c'est des suppositions. À l'époque, qu'est-ce qui s'était passé? Le président en place n'était pas d'accord avec. Mais la majorité des représentants du peuple qui sont à l'Assemblée nationale avaient modifié en disant nous voulons aller à 5 ans pour notre mandat de député et nous voulons que ça s'applique à nous-mêmes. Et uniquement parce que le président de la République, une autre institution de l'État, n'était pas d'accord, cela suffit pour que la Cour constitutionnelle dise qu'il n'y a pas consensus. Alors, M. Amegriji, par rapport au consensus, est-ce que quand on écoute M. Badé, on s'interroge quand même, est-ce que cette réforme a des chances d'aboutir? Absolument, absolument. On va expliquer, on va discuter, on va avoir... Et avant que vous répondiez, il a dit quelque chose, pardonnez-moi, vous avez commencé à vous expliquer, il a dit quelque chose. Pourquoi on n'a pas fait les choses un peu à l'envers? C'est-à-dire, pourquoi on n'a pas commencé par la réforme de la justice, par exemple, qui aurait donné des gages que le président peut faire un mandat unique sans problème? Pourquoi on ne commence pas cette réforme alors qu'on aurait peut-être pu commencer par les autres? Non, c'est un package. En fait, on ne va pas réformer la Constitution à plusieurs coups. Ça va être plus difficile et plus long et plus coûteux. On ne va pas y arriver. En réalité, c'est une réforme globale de nos institutions. Il faut dire d'abord que c'est une question de rééquilibrage des pouvoirs. Je vais dire de partage des pouvoirs dans les mains de diverses institutions. De manière à ce que la perversité que nous avons connue ces dernières années, qui consiste pour le chef de l'État, c'est-à-dire le président de la République, qui est l'organe fort, de dériver jusqu'à amener à ce que les autres institutions lui soient asservies, c'est ça qu'il faut éviter. M. Badé ne me démentira pas que la Cour constitutionnelle dont il parle tant, aujourd'hui, enfin, dans ce que nous avons vécu, la Cour constitutionnelle telle que nous l'avons vécue, ce n'est pas ce que nous avons souhaité, ce n'est pas ce que la conférence nationale a souhaité. Qu'il vous souvienne. Non, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous dites? Oui, je vais vous dire. Qu'il vous souvienne que lorsque la conférence nationale, ou bien le constituant à la conférence nationale, demandait à ce que le chef de l'État nomme 3 et que le bureau du Parlement nomme 4, il n'était pas venu à l'esprit des constituants qu'un seul homme pouvait passer par sa majorité pour avoir les 7. Nous sommes tombés donc dans une dérive. Puisque le Parlement peut être proche du pouvoir. Le constituant, lorsqu'il mettait en place cette constitution, n'avait pas imaginé ça. Il pensait bien faire en donnant une partie de la désignation au chef de l'État et l'autre partie à un organe différent, indépendant, qui permettrait de faire la balance de manière à ce qu'un seul ne puisse pas s'approprier ce pouvoir. Mais vous l'avez vu, nous l'avons vu dans ce pays. Si le Parlement est proche du président, voilà, finalement... et qu'on a passé par là. Et donc, il s'avère donc qu'il faut absolument une réforme de ce système-là. Parce que si nous ne réformons pas maintenant, nous allons tomber encore plus bas. Et ça va aller de pire en pire. Donc, je voudrais dire, à mon avis, vous parlez beaucoup de la réforme du blocage de la Cour constitutionnelle, de la jurisprudence. Et il a insisté sur le consensus national. Le consensus national. Deux choses d'abord. En ce qui concerne le consensus national, moi je saurais vous le définir. Il reste à la Cour de dire ce qui la Cour met dans ce qu'on appelle le consensus national. Mais consensus national entendu comme l'entente des institutions, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'à ce niveau-là, la souveraineté revient au peuple d'abord et non aux institutions. Et en ce qui concerne les institutions, les seuls élus, c'est le président de la République, c'est le Parlement. Les autres sont nommés, même s'ils ont un certain nombre de pouvoirs. Et donc, on ne peut pas me dire que c'est eux qui doivent s'entendre pour qu'on parle de consensus. Mais je voudrais dire une chose.
voyez-vous, il ne faut pas négliger aujourd'hui dans la balance que la Cour constitutionnelle elle-même, en sa présence, les Béninois ont dit, dans le programme du Parti Talon, nous adoptons ce programme à 65%. Dans lequel les Béninois pertinemment, qui ont la souveraineté nationale, savent qu'il y a le mandat unique. On ne peut pas ignorer ça. C'est déjà une donnée nouvelle aujourd'hui. Ce n'est pas après être élu que le président Patrice Talon propose le mandat unique. C'est avant qu'il dit, si vous m'élisez, je vais inscrire dans la Constitution le mandat unique. Et donc ceux qui ont choisi cela, la Cour constitutionnelle ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle ignore que le peuple, d'une certaine manière, s'est prononcé là-dessus. Et que si elle doit revoir sa décision aujourd'hui, elle ne peut plus ignorer cela. Si oui, la question avait été posée, si c'est après son élection qu'aujourd'hui, M. Patrice Talon évoque ce sujet, on peut dire, attention, ce sujet, nous devons l'aborder autrement. Mais nous l'abordons aujourd'hui avec une sorte de légitimité. Est-ce que, Madame Gbedo, vous pensez que la réforme a des chances d'aboutir? Ben oui, pourquoi pas. Le plus important, c'est les argumentations. C'est ça le plus important. Bon, il vient de dire quelque chose, je n'avais pas vraiment vu cet aspect, mais pourquoi pas? Il a été élu à 65%. Si la Cour constitutionnelle décide de dire, attention, il a eu 65% de façon légitime, nous pouvons penser que dès lors que la population l'a choisi à 65%, on peut en tenir compte. Pourquoi pas? On pourra soutenir ça en ce moment-là avec eux. On pourra soutenir cela. Pourquoi pas? Vous voulez réagir à oui, ce oui, que... non, je n'avais pas dit que le... C'était dans la recherche de la définition du consensus. Oui, du consensus. Je n'avais pas limité le consensus aux institutions. J'avais dit que la seule chose dont on pouvait être sûr à l'époque, c'était que le président n'était pas d'accord, que l'Assemblée était d'accord, les deux élus dont vous parlez, l'élu du peuple, l'élu de la nation, le seul, et l'élu des circonscriptions, les élus des circonscriptions. Donc j'avais dit, comme le Parlement était d'accord et que le président de la République n'était pas d'accord et que la Cour a dit qu'il fallait un consensus, le minimum qu'on met dans ce consensus, c'est l'accord de ces deux pôles démocratiques de gestion des affaires publiques. Mais au-delà, le reste qu'il faut compléter, où on sait que tout le peuple doit être d'accord, on ne sait pas s'il faut se contenter du référendum ou s'il faut faire des démonstrations, qu'on a écouté les maires, qu'on a écouté je ne sais pas qui d'autre. Donc il y a un flou dans ce qu'on appelle le consensus, mais le minimum, le strict minimum, c'est l'entente des deux élus que sont le président de la République et le Parlement. Très bien, nous sommes à la fin de l'émission. On va faire un dernier... Oui, c'est 52 minutes. On va faire un dernier tour de table avec une question bien simple. Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? On a écouté les deux argumentaires contre ou pour le mandat unique. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure cette émission aux Béninois qui nous regardent? Pour conclure cette émission, je voudrais dire que le président Talon a proposé une réforme de notre Constitution qui était attendue. Dans cette réforme, dans ce package, comme le dit M. Amegbedi, il y a de très belles choses, notamment l'indépendance de la justice, la réflexion sur plus de légitimité au niveau de la Cour constitutionnelle, comment faire que nos responsables politiques soient jugés et que l'impunité cesse. Il y a de très belles choses. Simplement, nous constatons qu'au début de cette discussion, un point cristallise un peu sans que nous puissions savoir si c'est les majorités ou les minorités qui le disent. Il y a quand même un point qui ne fait pas consensus. Pour l'instant, c'est le mandat unique. La seule chose que nous pouvons souhaiter, nous n'avons pas avec notre seule voix que nous pourrions exprimer lors d'un éventuel référendum à dicter quoi que ce soit aux gens. Nous, les constitutionnalistes, nous sommes là pour prendre en compte l'avis de l'opinion et mettre ça en forme pour que ça puisse marcher, ça puisse être opérationnalisé. Donc la seule chose que nous pouvons dire, c'est qu'il faudrait que le point qui semble déranger, entre guillemets, le plus, fasse l'objet d'une attention particulière et que le consensus autour de ce point soit recherché dans la commission, au Parlement, dans le peuple, au niveau des institutions, pour qu'une fois que cette adhésion massive à cette réflexion-là aura été faite, le seul point là ne bloque pas l'ensemble des belles choses qui sont proposées dans la réforme. Merci. Votre mot de conclusion, madame. Voilà, je voudrais saluer le processus dans lequel on est. La commission de 35 personnes ne comprend pas seulement ceux qui ont soutenu Talon, ceux qui ont voté pour Talon. Ça, c'est un grand pas parce que la diversité d'idées y est déjà et les 35 membres représentent déjà un certain nombre de partis. Nous avons ce qu'on appelle l'opposition, nous avons vu les FCBE, etc. Mieux, la commission
a pris sur elle également de demander l'avis de la société civile et d'autres structures qui ne font pas partie de la commission. Vous voyez, moi je pense que cette façon de procéder est déjà un bon point pour qu'on puisse arriver à un consensus, et je crois que c'est faisable. Tel que la démarche a été faite, c'est à saluer. Et si on peut considérer que toutes ces personnes qui sont en train de discuter aujourd'hui, en dehors de la commission, sont représentatives du peuple béninois, je pense que si on arrive à avoir le consensus à tous ces niveaux-là, on pourra aider à mieux gérer cette réforme sur le mandat unique, parce que je peux vous dire que sur tout le reste, on n'a pas beaucoup critiqué, on est d'accord sur les principes qui nous ont été posés. Monsieur Amegbe. Merci beaucoup. Je voudrais dire que, vous voyez, on est d'accord de discuter de tout d'ailleurs. On ne va pas répéter les erreurs du passé où la pensée unique a semblé s'imposer avant. Et donc, l'ouverture à l'écoute de tout le monde. Peser, mais c'est la proposition du président Talon aujourd'hui au regard de notre histoire récente également. Je voudrais espérer qu'après tout ce débat, que nous puissions en arriver à étonner également le monde. Nous avons déjà, dans le passé, fait des choses qui n'ont jamais été faites nulle part. Nous avons créé et nous sommes capables de créer. Et donc, cette nouvelle expérience que nous voulons faire, discutons-en, travaillons à trouver le consensus, mais proposons, n'ayons pas peur. Moi, je sais que toute réforme fait peur. Le confort du statu quo est ce qu'on veut habituellement. Parce que, bon, on se demande, est-ce que ce n'est pas une nouvelle aventure? Est-ce que ça ne va pas nous amener des risques? On se pose des questions. Et il nous appartient à nous autres de pouvoir essayer d'amener tout le monde à la tempérance, à pouvoir comprendre que c'est faisable. Mais ce que je voudrais espérer, c'est qu'au sortir de cette réforme, nous soyons fiers demain d'avoir apporté au monde, à l'Afrique et au monde, une nouvelle expérience que d'autres vont copier. Je sais déjà que le débat se fait dans d'autres pays. On n'est pas les seuls à être en train de parler de mandat unique, et peut-être le Bénin va ouvrir la voie, les autres vont suivre comme ils ont suivi pour la conférence nationale, mais la copie n'est jamais pareille à l'original. Merci infiniment. Mandat unique, est-ce la réforme de trop? C'était le principal sujet de notre émission. J'avais comme invité Urbain Amegbe, deuxième vice-président de Alternative Citoyenne, Maître Marie-Élise Gbedo, avocate, ancienne ministre, présidente de l'Association des femmes juristes du Bénin, et Gilles Badé, constitutionnaliste. Merci à mes invités, merci à ceux qui sont restés pour suivre de bout en bout cette émission. Merci aux techniciens de l'ombre. À dimanche prochain.